Parfois on dit, on projette d'aller dans l'espace parce que la Terre est en danger et qu'à un moment donné, il va falloir penser à la quitter. Je crois que c'est pas ça le regard que doit avoir notre génération sur la planète. Cette projection vers l'avenir n'est sûrement pas une fuite. Le dimanche 21 octobre 2001, l'astronaute française Claudie Aigneret s'envolait du cosmodrome de Baïkonour pour effectuer une mission de 10 jours à bord de la Station spatiale internationale. Пять, 4, 3, 2, 1. Cette immense structure qui tourne en orbite à 400 km de la Terre est digne du film visionnaire de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace. Mis en chantier en 1998, ce grand projet international ne sera achevé qu'en l'an 2006. Des équipages russes et américains y séjournent depuis plus d'1 an. Claudie Aigneret a été la première européenne à travailler à son bord. Sa mission, baptisée Andromède, avait un double objectif: entreprendre une série d'expériences scientifiques en l'absence de gravité terrestre et remplacer le vaisseau de secours de la station qui avait atteint sa limite d'âge. 10 secondes. On a accumulé pas mal de pannes, je sais pas trop où on atterrit, pas à l'endroit prévu. Enfin, le plus c'est dur à l'entraînement, le plus ça sera facile. Pour la suite, c'est pas facile. Ces gestes quasi quotidiens, Claudie les connaît parfaitement. En effet, cela fait maintenant 9 ans qu'elle effectue de longs séjours de préparation aux vols spatiaux au centre d'entraînement des cosmonautes près de Moscou. La Cité des Étoiles est un immense complexe où vivent et travaillent près de 5000 personnes. C'est ici qu'ont été formés tous les cosmonautes de légende. L'aventure spatiale, la présence de l'homme dans l'espace, c'est vrai que c'est quelque chose qui a beaucoup marqué ma vie. Ça a commencé très jeune en fait, puisque j'étais vraiment très intéressée par le premier pas de l'homme sur la Lune quand j'étais une petite fille à 12 ans et que depuis ce moment-là, j'ai beaucoup lu, regardé, je me suis intéressée. Et puis j'ai eu cette chance en 1985 de pouvoir candidater et de devenir un astronaute scientifique en répondant à une annonce du Centre national d'études spatiales. Ensuite, c'était un long chemin de recherche scientifique et puis d'implication dans les programmes spatiaux avec le premier entraînement d'abord comme doublure en 92. Ses premiers pas à la Cité des Étoiles, Claudie les a effectués comme suppléante aux côtés du cosmonaute français Jean-Pierre Aigneret, qui plus tard allait devenir son mari. C'est dans une Russie qui venait juste de sortir de la période communiste que Claudie prend contact, fin 1992, avec son nouveau cadre de vie. Jusqu'à cette époque, Claudie, médecin, chercheur et spationaute, travaillait au Centre national d'études spatiales à Toulouse. Jean-Pierre Aigneret, qui s'était déjà entraîné 2 années avec les Russes, lui fit découvrir un pays déstabilisé par son passage à l'économie de marché. Malgré cela, la technologie spatiale russe, quoique peu sophistiquée, avait gardé un niveau de fiabilité extraordinaire. Quand on vit ici à la Cité des Étoiles, on a sous les yeux les souvenirs des pionniers. Alors bien évidemment Gagarine et puis ceux qui l'ont suivi. Ils ont pris des risques pas toujours complètement calculés pour réaliser les missions. C'est eux qui ont ouvert le chemin vers les étoiles, comme on se plaît à le dire ici. En tout cas, moi je suis très heureuse à la Cité des Étoiles justement de les rencontrer.
parce qu'ils sont encore là, présents. Croiser Léonov, croiser Madame Gagarine dans le même immeuble que celui où on habite, c'est quelque chose de très fort. Dès 1981, l'Agence française de l'espace a participé à l'épopée spatiale. 2 pilotes de chasse ont été sélectionnés pour faire quelques pas dans le cosmos. Le premier spationaute français sera Jean-Loup Chrétien, qui effectuera un vol à bord de la petite station russe Salyut 7. 3 ans plus tard, c'est au tour de Patrick Baudry. Il s'envolera avec la navette américaine Discovery pour un séjour de moins d'1 semaine. En 1988, Jean-Loup Chrétien repartira pour un vol d'1 mois à bord de la station Mir. Il y effectuera une sortie extravéhiculaire de 6 heures qui restera un record pour les Français. Fini le temps des pionniers. La France, dorénavant, mettra en œuvre des programmes scientifiques à bord de la station orbitale. Michel Tonini effectuera un vol en tant que cosmonaute expérimentateur, au cours duquel 12 expériences seront installées dans la station. Ce sera la mission Antares. L'année suivante, en 1993, c'est Jean-Pierre Aigneret qui découvre la grande station russe au cours de la mission Altaïr. 3 semaines de travail intensif ne lui laissent que peu de temps pour observer la proche planète d'où allaient bientôt s'élancer d'autres Français, passagers de la navette américaine. Claudie était prête pour cette mission Altaïr. C'est bien sûr le rôle des doublures de rester au sol quand tout se déroule normalement. Mais Claudie s'était préparée physiquement pour ce vol afin de faire face aux moindres problèmes pouvant survenir à l'équipage désigné. Mais cet entraînement n'était que la partie émergée de l'iceberg. Elle apprit d'abord le russe. La maîtrise de cette langue difficile était indispensable pour pouvoir communiquer avec son équipage ou ses instructeurs. Это Christian Dior, hein? Christian Dior. Hein? Christian Dior, dis là. Hein? Moi, j'aurais bien aimé en rose. Non, c'est pour les filles. C'est pour les filles roses. Ah oui, pour toi. Нет? Стой, хватит. Oh, c'est pas ma taille, ça. L'entraînement à la Cité des Étoiles a pris sa vitesse de croisière. Différents simulateurs de vol installés dans l'ensemble des bâtiments permettent aux candidats vers l'espace de se conditionner. Les différentes phases d'un tir mettent parfois l'organisme humain à rude épreuve, en particulier pendant la période du décollage et surtout celle du retour sur Terre, au moment où la capsule amorce sa rentrée dans les couches denses de l'atmosphère. Dans ces instants précis, un être humain peut alors peser jusqu'à 4 ou 5 fois son poids normal, voire plus en cas d'incident grave. La centrifugeuse, une énorme machine de près de 300 tonnes, peut reproduire ces conditions très contraignantes. En effet, si un simple passager peut toujours supporter, même difficilement, ces accélérations, un astronaute professionnel, lui, devra les subir tout en gérant une situation dans laquelle il doit intervenir avec efficacité.
Cette sensation déjà désagréable n'est rien comparée à ce qu'éprouvent parfois les astronautes lorsqu'ils sont délivrés de la pesanteur terrestre. Le mal de l'espace, c'est un petit peu correspondant au mal des transports en mer ou sur Terre que beaucoup d'entre nous ont ressenti. C'est en général lié à un conflit entre nos différents organes d'information sur notre déplacement et notre positionnement dans l'espace. Alors il y a 50% des astronautes qui sont soumis à ce mal de l'espace. Côté russe, il y a une technique au sol d'entraînement qui n'a pas complètement fait ses preuves, mais qui semble quand même empiriquement être active. C'est ce fameux entraînement au tabouret tournant. On nous fait tourner, et puis pendant que vous tournez, on vous demande de faire des mouvements de la tête, soit dans le plan vertical, soit dans le plan latéral. C'est très provocateur de ces symptômes de mal de l'espace. Et là, on vous apprend à vous y habituer. Contrôlant la respiration, contrôlant le rythme cardiaque. Psychologiquement, c'est vrai que quand on connaît, on se sent mieux aussi. Et ma foi, il n'y a pas trop de problèmes majeurs côté russe sur ces problèmes de mal de l'espace. Désormais, Claudie ne s'entraîne plus seule. Elle doit apprendre à travailler avec son équipage afin d'être opérationnelle à un poste précis. L'équipage est composé de 3 personnes. Le commandant de bord à la place centrale, Viktor Mikhailovitch Afanasiev, qui a déjà volé une première fois. L'ingénieur de bord en place gauche dans le vaisseau Soyouz, Yuri Vladimirovitch Oussatchov. Et donc en place droite, je me trouverai pour assurer quelques responsabilités au cours des phases dynamiques et la mission scientifique à bord de la station. La réussite d'une mission, c'est pas seulement être bien préparé intellectuellement, physiquement, c'est aussi se sentir bien avec les gens avec qui on travaille et se sentir en concordance avec leur approche du travail. Et ça ne peut se faire que si vous avez des relations au-delà des relations de travail. Ça a été très facile parce que les Russes sont des gens qui ont vraiment le cœur ouvert très vite pour vous accueillir. S'ils ont admis que vous faisiez partie de leur groupe et que vous travailliez avec eux, et c'est vraiment chaque fois un bonheur. C'est vraiment une deuxième famille ici pour moi. On se connaît tous, tout le monde me connaît, suit l'évolution de ma vie. C'est très riche, c'est très fort. Je crois que ça durera bien au-delà des missions spatiales. Ты видишь, жена будет на телевизии. А он не разрешает. На Не телевизоре разрешает. можно. Разрешает. А и остальное? Pour Jean-Pierre Agneray, le jour du tir approche. L'entraînement se fait plus ténu et laisse place au moment de détente. Какие некрасивые. Elle est pas bien grande, hein? On va y arriver quand même. Juillet 1993. Sur le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, l'équipage de la mission Altaïr emprunte les marches, puis le vieil ascenseur qui va les mener vers le cosmos. Une fois mise en orbite à 300 km de la Terre, la capsule Soyouz et son module Vie vont mettre 48 heures pour s'aligner sur la trajectoire de la station Mir. J'ai ressenti chacune des phases comme ce que je vivrai moi-même dans quelques temps, en imaginant, en me disant, bon, quand tu y seras, là tu vois, ça voudra dire que dans 2 secondes, vraiment, ça part, dans 3 secondes. Ça, je l'ai jamais vécu à l'entraînement comme ça. Et bon, c'est vraiment grandiose, c'est un spectacle magnifique. Ça sera encore plus magnifique là-haut quand ils vont être arrivés à bord de la station. Et c'est vrai qu'on fait un métier fabuleux. Ça donne vraiment envie de continuer, d'y mettre toutes ses forces. Et puis, on a tous l'espoir que ça se réalisera bientôt. Après la réussite de cette mission, s'ouvre enfin pour Claudie, cosmonaute confirmée, la perspective de réaliser son rêve. Il viendra sous la forme de la mission Cassiopée. Le CNES à Toulouse a préparé un tout nouveau programme scientifique. Celui-ci sera mis en œuvre dans la station Mir par Claudie et son équipage russe. En attendant, ils prennent contact avec les équipements.
Oh, c'était presque réussi, à une seconde près. Ah, allez, celui-là, il est bon. Médecin de formation, habituée depuis plusieurs années à manipuler ce type d'expérience, Claudie se familiarise sans problème avec les éléments destinés à effectuer des recherches biomédicales en absence de pesanteur. Des expériences technologiques font aussi partie de ce programme chargé. Des salamandres fécondées au sol subiront une injection destinée à les faire pondre au moment du vol. Les œufs seront examinés au retour sur Terre afin de voir si les cellules se développent normalement. Le comportement des fluides en impesanteur devra lui aussi livrer ses secrets avec l'expérience de physique Alice II. L'emploi du temps des cosmonautes va en s'accélérant. Il alterne préparation à Toulouse et entraînement à la Cité des Étoiles, ce qui ne laisse guère de temps à Claudie pour mener une vie normale. Les femmes sont encore pas très nombreuses, c'est un peu dommage. J'étais la seule femme en France, j'espère que ça va changer bientôt. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de femmes parce que comme on fait appel à des profils d'ingénieurs, des profils de chercheurs, des profils de médecins, les femmes sont là, en amont. Je crois qu'actuellement, la barrière, elle est plutôt de notre côté. En fait, les portes sont ouvertes. Mais après, c'est vrai que c'est une vie un petit peu difficile à organiser. C'est une gestion de son temps, de la vie familiale, de la vie privée qui n'est pas facile. Et c'est vrai qu'encore pour l'instant, même en ce début du XXIe siècle, les femmes ont moins de disponibilité que non les hommes pour s'orienter vers des carrières comme ça. Нет. C'est la partie essentielle de notre entraînement maintenant, où nous répétons différentes situations pour apprendre à gérer les pannes, les problèmes qui peuvent se poser au cours du vol. Alors aujourd'hui, c'était une mise en orbite. Et puis, à partir du moment où nous situons en apesanteur, vérifier que le vaisseau est bien étanche et vérifier que tous les systèmes fonctionnent bien, en particulier les moteurs, donc des tests moteurs à la suite de cette mise en orbite. Ça a été un simulateur assez calme, mais très souvent, les pannes s'enchaînent les unes aux autres, toutes les 10 minutes ou tous les quarts d'heure. Et c'est ainsi que nous arrivons à être prêts pour le jour D. Et nous enchaînons pratiquement une vingtaine de simulateurs de ce genre pendant l'entraînement. Dans le grand hall de la Cité des Étoiles, trône le simulateur grandeur nature de la station Mir. Celui-ci offre la possibilité de se familiariser avec la vie à bord, tout en y répétant le travail expérimental. La configuration de la station actuellement, avec donc 5 modules en orbite, c'est un volume énorme et bien sûr ce simulateur ici est éclaté en différents modules. Mais il y a bien sûr à bord de la réelle station un encombrement et une vie qui ne sont pas apparentes dans ce simulateur. Штатно, 2 разъема. Я правильно понял. Остальные я записал, что не состыкованы, но условно полагаем, что состыковка произведена. Un immense bassin dans lequel sont immergés quelques-uns des éléments de la station permet aux membres russes de l'équipage de s'entraîner dans les conditions d'une sortie extravéhiculaire. Ils devront effectuer, au cours des 6 mois qu'ils passeront dans l'espace, une maintenance extérieure de la station. Les derniers moments pour parfaire sa condition physique et sa tolérance aux désagréments du vol sont arrivés. Claudie est fin prête pour la mission Cassiopée. Août 1996. La fusée Semyorka, peut-être le meilleur lanceur du monde, est sortie de son hangar de construction. Cette fusée a été conçue dans les années 60. Elle a effectué plus de 1600 tirs et n'a subi que 2 échecs sans conséquence pour ses passagers. C'est elle qui a emmené tous les cosmonautes sur orbite en propulsant la minuscule capsule Soyouz à 28 000 km/h. Quelques heures avant le tir, l'équipage est officiellement nommé par la commission de vol. C'est beaucoup d'émotions parce que les équipages sont là, on est tous tendus vers un but unique qui se rapproche d'heure en heure. On ne peut plus arrêter le temps maintenant, le compte à rebours est
presque déjà commencé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, non, d'aller dans le cosmos. Claudie, ça fait 12 ans qu'elle a envie de faire ça. Je crois qu'elle est parfaitement prête et elle a bénéficié de notre expérience, Michel, Jean-Loup, moi-même, donc sur ces vols. Ce sera la première quand même femme, bien sûr, mais surtout cosmonaute qui ne soit pas pilote d'essai qui va voler. C'est la première fois chez nous qu'il y a une scientifique qui va voler du côté russe. Ce sera intéressant de voir ça. Pour l'instant, à quelques heures du tir, je me sens particulièrement cosmonaute et très rapidement après la mise en orbite, pratiquement immédiatement scientifique pour réaliser le programme. Юрий Павлович, ну что может чувствовать мужчина и специалист МАДИ, чтобы потом не стыдно было же в глаза смотреть? Il n'y a plus que 50 secondes, moins d'une minute. Regardez bien, il va y avoir la mise en orbite. Et là, elle va être en apesanteur. Le Soyouz se rapproche petit à petit de la station qui a considérablement changé en 10 années d'existence. C'est devenu un véritable laboratoire avec des salles de travail et des zones de vie qui peuvent recevoir 6 ou 7 personnes. Claudie y est accueillie chaleureusement par un équipage qui réside à bord depuis bientôt 6 mois. Est-ce que les impressions que vous avez eues déjà correspondaient à l'attente que vous faisiez de cette première expérience et de ce premier contact avec l'espace? C'est 1000 fois plus beau que ce que j'avais pu imaginer et j'ai vraiment beaucoup de chance de participer à une telle mission. J'espère pouvoir convaincre tout le monde de la beauté de ce qu'on fait, de l'utilité de ce qu'on va faire pendant ces 15 jours. Mais c'est vraiment un spectacle et des sensations, des émotions absolument fabuleuses. C'est un vrai rêve que je vis maintenant. Claudie n'a que peu de temps pour s'installer. La mission Cassiopée ne doit durer que 21 jours. J'ai bien mis une semaine à me sentir à l'aise dans l'orientation entre les différents modules. Et puis ensuite, dans un module, si j'avais à réaliser une tâche et que j'étais tête en bas par rapport à ce que j'avais appris au sol, j'avais souvent des problèmes pour retrouver mon cahier de procédure, mon cahier ou mon micro que j'avais laissé quelque part. Il m'a fallu une bonne semaine avant d'être capable de travailler réellement dans les 3 dimensions. À bord, Claudie n'est pas la seule femme. L'américaine Shannon Lucid, qui se prépare à un retour terrestre, a travaillé de longs mois dans la station Mir. Il y a tout un chapitre de recherche en milieu spatial qui s'appelle les sciences de la microgravité. C'est justement là où on étudie l'influence de la gravité sur certains processus. Et bien évidemment, sur Terre, tout est organisé avec la présence permanente et constante de la gravité. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en microgravité, on découvre, on révèle des possibilités de fonctionnement qui étaient complètement masquées au sol. Dans le domaine de la physiologie du système cardiovasculaire, du système neurosensoriel, même du développement chez des petits animaux, on s'aperçoit à la limite que au-delà de cette structuration 2D classique, parce que nous sommes des terriens, on a derrière la capacité de s'adapter au 3D et à l'absence de gravité. Ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire, on le révèle là, mais c'était préexistant. D'où ça vient ?
Il y a quand même déjà pas mal de retombées de ces 20 dernières années de séjour dans l'espace qui font déjà partie de notre vie intégrante dans le domaine simplement du biomédical. Quand on a besoin par exemple de surveiller des anomalies du rythme cardiaque de façon permanente sur plus de 24 heures, on a développé des monitorings, des petites instrumentations qui sont utilisées maintenant au sol. Donc des retombées dans le domaine médical, il y en a déjà. Dans le domaine de la physique appliquée, il y en a aussi bien sûr. On a déjà changé des pages de manuels de physique par exemple. Ici, le rythme biologique est réglé comme au sol. Cependant, à 28 000 km/h, les nuits terrestres ne durent que 45 minutes. Cela permet de profiter d'une quantité de lever de soleil. La première semaine, j'ai pas eu le temps de regarder par le hublot. Et le dimanche, quand j'ai eu un petit creux dans mon emploi du temps, il y a un grand hublot, on voit très bien en ce moment dans la station, et c'était vraiment un bonheur intense, ça pleurait de bonheur, vraiment. J'ai découvert quelque chose qui était encore plus beau que ce que j'avais imaginé. Moi, j'ai dans les yeux des images extraordinaires, des couleurs, des reflets de lumière que j'ai pas pu traduire avec la caméra, des couleurs que je comprends maintenant, que j'avais vues sur certains tableaux de cosmonautes ayant volé. Je me suis dit, mais d'où ils sortent cet orange, ce jaune, c'est pas les couleurs habituelles, mais elles sont là dans l'espace. Quand on fait dire, Stanley Kubrick fait dire dans 2001 Odyssée de l'espace, mais mon Dieu, c'est plein d'étoiles. C'est ça, c'est plein d'étoiles, c'est un ciel avec des milliards d'étoiles, la Voie lactée. On met son nez au hublot et on est dans le ciel. Хорошо работали, спасибо большое для всех проектов Cassiopée. Bon voyage, Claudie, à très bientôt. L'heure de quitter la station est arrivée. Le Soyouz s'éloigne doucement de son vaisseau mère. Le retour sur Terre passe par une phase très impressionnante de décélération dans les couches denses de l'atmosphère. Pendant cette période, les communications avec le sol sont impossibles. Au centre de contrôle, le soulagement est perceptible lorsque s'ouvre enfin le grand parachute de freinage. Les immenses plaines du Kazakhstan vont pouvoir accueillir une nouvelle fois le brutal atterrissage d'un Soyouz. 9 fois sur 10, il se produit à l'endroit précis où il est attendu. Allez Claudie! Ouais Claudie! 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 Un sourire! Quand on revient d'une mission spatiale et même pendant la préparation, on est bien conscient de l'impact qu'on peut avoir auprès du public. Je sais que par rapport à d'autres cosmonautes, j'ai un impact un peu différent qui me fait plaisir. C'est très agréable de pouvoir convaincre des jeunes filles, des jeunes femmes que les voies sont ouvertes, qu'on peut avoir un projet ambitieux, le réaliser son rêve. Le rêve de Claudie ne faisait que commencer. La Station spatiale internationale allait, 5 années plus tard, lui tendre ses bras de métal. Lancé il y a 3 ans par la surpuissante fusée Proton, le premier module russe Zarya allait servir de point d'ancrage aux différents éléments de la station. Les astronautes de la navette américaine, au cours d'une mission d'assemblage, unissaient pour le meilleur Zarya et Unity, le nœud de jonction mis au point par la NASA. En juillet de l'an 2000, les Russes procédaient à l'arrimage automatique de Zvezda, la base vie qui allait enfin permettre aux astronautes de séjourner durablement à bord du building spatial. Un second, puis un 3e module américain devait bientôt rejoindre l'ensemble.
Il ne faudra pas moins de 28 vols navettes et près de 40 tirs russes pour achever la structure définitive. L'Agence spatiale européenne contribuera à l'élaboration de ce grand mécano de l'espace en y adjoignant le laboratoire Columbus ainsi qu'un grand véhicule cargo automatique. En 2005, l'ISS possédera la taille d'un terrain de football. Station Mir, do you copy? When you're ready, go ahead and call Columbia. Jean-Pierre, est-ce que tu me reçois? Oui, salut Michel, très heureux de t'avoir en contact depuis l'espace. Ah, écoute Jean-Pierre, ça va très bien ici. Malheureusement, nous on a un vol court, toi tu as eu un vol très long, on n'a vraiment pas le temps ni de manger ni de rêver dehors. Cette conversation entre deux astronautes français en mission, l'un avec les Américains, l'autre avec les Russes, s'est déroulée au cours du long vol de 6 mois que Jean-Pierre Aigneret effectua en 1999 à bord de la station Mir vieillissante. Les sorties extravéhiculaires auxquelles Jean-Pierre participa permirent de la restaurer pour la maintenir en orbite quelque temps encore. Mais les dés étaient jetés. Après avoir imaginé des solutions toutes plus coûteuses les unes que les autres, les Russes décidèrent, après 15 ans de bons et loyaux services, de mettre fin à la ronde incessante du symbole le plus emblématique de leur génie technologique. Alors que s'opéraient toutes ces grandes manœuvres en orbite, Claudie intégrait le corps des astronautes de l'Agence spatiale européenne. Juillet 2001, Claudie se rend au Johnson Space Center. Elle vient d'être sélectionnée pour la mission Andromède, mission qui fera d'elle la première Française à se rendre à bord de la station internationale. I know the 2A crew actually flew, and some other crews have flown parts of these models already. Michel Tonini, lui-même astronaute de la NASA, accueille Claudie avec son équipage russe et les responsables du CNES. La coopération internationale n'est plus un vain mot. Je crois qu'il y a une bonne coopération entre les équipes américaines et les équipes russes. La partie américaine de la session, c'est bien qu'on la connaisse maintenant, qu'on sache comment ouvrir, utiliser certains des éléments, mais nous n'allons pas entrer dans le fonctionnement des systèmes. Donc notre but sera de réaliser notre programme et de vivre dans la station. La Station spatiale internationale est, je crois, un des plus bels exemples actuellement d'un travail en commun qu'on puisse faire, mettant à profit les expertises de chacun. Et tout ça marche remarquablement bien. Je crois que chacun doit être conscient qu'on est vraiment en train de réaliser quelque chose d'assez extraordinaire en orbite. Et tout ça vraiment sur un mode de fonctionnement mondial. Alors, c'est une belle démonstration pour maintenant et puis c'est une belle promesse pour le futur, parce que pour le futur, on a besoin d'être tous ensemble pour aller plus loin. Commencé quelques mois avant le tir, l'entraînement de Claudie est d'autant plus chargé qu'elle doit tenir un double rôle au cours de la mission Andromède. Mettre en œuvre une série d'expériences scientifiques et prendre la place de copilote du Soyouz qui doit la mener vers la station orbitale. La mission Andromède, c'est une mission de 10 jours qu'on appelle en fait un vol taxi. On a toujours besoin sur la Station spatiale internationale d'avoir un vaisseau Soyouz qui permette d'évacuer l'équipage en cas de problème à bord, un feu, une dépressurisation, un problème de santé. Et ce vaisseau ne peut pas rester amarré plus de 6 mois. C'est-à-dire qu'on va monter avec un vaisseau neuf à la station, y passer quelques jours pour y réaliser un programme scientifique et puis revenir avec le vaisseau amarré depuis le mois d'avril pour permettre d'être en sécurité à bord de la station. Je ne sais pas si je dois compter le nombre de fois où j'ai enfilé ce scaphandre. Je n'approche pas la centaine, mais enfin, j'en suis pas loin. C'est vrai que je connais bien le système du vaisseau Soyouz s'il y a un problème à bord. J'ai cette qualification de me mettre éventuellement en place centrale. S'il faut vraiment ramener un équipage, j'ai la capacité de le faire sans leur faire prendre de risques.
La charge utile de la mission Andromède, proposée par la communauté scientifique européenne, comprend tout un équipement de suivi médical des astronautes. L'expérience cardioscience a pour objectif de mieux comprendre les dysfonctionnements cardiovasculaires qui perturbent gravement le retour sur Terre des équipages. Cette expérience Aquarius est un petit peu la suite des expériences fertiles qui ont été menées lors des missions. Le programme Aquarius a pour but d'enrichir l'observation du développement des larves de têtards en microgravité. Leur comportement sera comparé au sol avec celui d'un second groupe de bébés salamandres. Leurs parents n'ont pas trop l'air de s'inquiéter. LSO, ça veut dire Lightning and Sprite Observation. Lightning, bon, c'est les éclairs, c'est une expérience qui est destinée aux observations des éclairs depuis la station spatiale. Au cours de la mission Andromède, on va avoir une expérience qui s'appelle l'expérience Immedias, qui est donc essayer de collecter un maximum d'images photographiques de phénomènes liés à l'environnement de notre planète, soit des phénomènes ponctuels. C'est vrai que la flexibilité de l'œil du cosmonaute permet d'aller fixer une éruption volcanique, un feu de biomasse, une pollution atmosphérique, et puis les événements plus permanents, désertification, déforestation, pollution maritime. Et c'est un petit peu la première fois qu'on va faire travailler de concert l'œil du satellite et l'œil du cosmonaute pour augmenter notre connaissance de la planète. De retour à Moscou, Claudie peaufine son programme expérimental. L'expérience Cogni va s'intéresser à la mémoire du déplacement. Nous voilà partis à l'intérieur de ce corridor où vont se succéder les déplacements vers le haut, vers le bas, à droite et à gauche. Et ensuite, on nous demande de reproduire ce qu'on vient de réaliser comme déplacement. J'ai fait une ascension, je suis partie à droite, je suis revenue encore une fois à droite et je suis descendue. Donc on essaie vraiment de mémoriser le déplacement de son corps, cette carte spatiale, on essaie de la reconstruire. Est-ce que c'est vraiment ce dont je me souviens, le déplacement que j'ai fait ? Le simulateur du module vie de la station internationale devient pour un temps studio de tournage. Une étoile est née. On va regarder ce que ça donne. Plus sérieusement, cet entraînement au maniement de la caméra permettra aux scientifiques de suivre le bon déroulement du programme directement grâce à la retransmission des images par satellite. Le commandant de bord, Victor Afanassiev, ami de longue date de Claudie, prêtera gracieusement son corps à la science une fois arrivé dans l'espace. Le moment est venu d'effectuer les dernières retouches sur le scaphandre de vol. Le logement dans lequel on s'installe est moulé à notre forme, donc la moindre petite chose qui peut gêner, c'est pas trop de problème pendant 5 minutes, mais on reste en général 6 heures dans cette position, et donc il vaut mieux penser à ce qui n'est pas un confort exceptionnel, mais qui nous permet quand même de tenir dans ces positions. En ce début de 3e millénaire, c'est encore le lanceur Semyorka-Soyouz qui va propulser l'équipage vers la station internationale. On ne change pas une fusée qui gagne, surtout que son coût de fonctionnement est 20 fois inférieur à celui d'un tir de navette. Il ne faut pas oublier que les contraintes budgétaires sont les pires ennemis de l'aventure spatiale. L'aventure, celle qui consiste à projeter les hommes dans l'espace, c'est quelque chose qui a été une constante dans toute l'histoire de l'humanité et on ne peut pas le freiner. Même s'il y a des gens qui sont au pouvoir dans certaines périodes qui le freinent, on se rend compte que ça ne dure qu'un temps et malgré quelques chaos, il y a une progression permanente. C'est quelque chose qui est en nous, ça, ce désir de conquête et qu'on n'arrivera pas à freiner. Personnellement, je suis en confiance parce que l'équipe qui a travaillé avec moi, que ce soit le site des étoiles, l'Agence spatiale européenne ou au CNES, nous ont beaucoup soutenus pour être à cet état de confiance aujourd'hui et puis que j'ai un équipage merveilleux. 3 heures avant le départ, l'équipage revêt son habit de lumière. Contrairement à tous les gens qui sont ici et qui rêvent de ce que peut être l'espace, nous, on sait ce que c'est. Et donc, même s'il y a peu de mots pour expliquer, on n'en a pas besoin.
Il suffit de faire une allusion pour savoir tout à fait ce de quoi on parle. Je crois que c'est cette grande chance que l'on a dans la communication entre nous, c'est qu'on a besoin de peu de mots pour se comprendre. C'est assez fort, tout va bien, on est en bonne forme. 510. 520. 10 secondes de... Pilotage normal. Moi c'est fini. 530. Да. Все. Есть отделение. Je pense que c'est bon. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы в космосе. Merci à tous, nous sommes en orbite, tout s'est très bien passé. On voit bien, on voit la Terre, c'est merveilleux déjà par le hublot. Suivez-nous, on vous emmène. Поздравляю. Retransmises en direct sur les écrans du centre de contrôle spatial russe, les images du rendez-vous orbital entre l'immense station et le petit Soyouz donnent un regard d'enfant aux adultes les plus blasés. Il y a chez chacun d'entre eux un petit lecteur de Tintin qui voit Objectif Lune devenir réalité. Dommage que la part de rêve ne dure que le temps d'une courte épopée. Дальше вести всю эту конференцию. Maman, comment tu as arrivé à rentrer dans ta maison? Comment tu arrives à rentrer? On a frappé à la porte et on est rentré. Et tu nous vois maintenant, on est dans la station. C'était très beau le voyage pour venir ici. Tout va bien ma puce, je suis heureuse que tu sois là, que tu me vois. Et je veux ma nounours. Mais ton nounours, il reviendra bien sûr plus tard. Je te fais un gros bisou. Si on t'embrasse. Merci mon amour. Maintenant, on va aller voir la station spatiale internationale. C'est vraiment un endroit où on peut travailler d'une manière formidable, où les installations sont déjà bien présentes et on peut vraiment commencer une phase d'utilisation, d'exploitation de cette station qui va nous permettre d'obtenir des résultats importants. Claudie et son équipage découvrent un loft spatial flambant neuf qui, à terme, aura une superficie de 1300 mètres carrés. Contrairement à Mir, qui avait une forme éclatée, la station internationale est tout en longueur, ce qui provoque d'incessantes rencontres avec d'autres extraterrestres. La communauté européenne possède 18% de ce laboratoire orbital permanent qui est en passe de devenir l'atout scientifique et technique majeur de ce siècle.
Il y a le support vie suffisant pour faire vivre un équipage de 3 personnes de façon permanente. Mais ce que nous souhaitons tous, c'est d'arriver le plus vite possible à 6 à 7 membres d'équipage de façon permanente à bord. Mais ce seront des astronautes professionnels. Ça ne veut pas dire qu'on ferme complètement les portes à une utilisation commerciale de la station, voire à une utilisation touristique dans quelques temps. Mais ça peut se faire avec un module, par exemple, spécifique amarré à cette station. On peut se projeter un petit peu plus loin et puis imaginer que cette structure-là puisse voir le jour à une échéance qui n'est peut-être pas si longue que ça, dans une dizaine d'années. Actuellement, la durée la plus longue de séjour dans l'espace en une seule fois, ça a donc été 14 mois, Valéry Polyakov, un cosmonaute russe, avec un retour, une réhabilitation un petit peu longue, enfin un état tout à fait correct. Donc les médecins russes en particulier pensent qu'un séjour de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans peut se concevoir sur le plan physiologique. Les difficultés qui restent encore à surmonter sont l'effet des radiations. On va s'éloigner de plus en plus de ce qui nous protège encore un peu de l'effet des radiations galactiques, solaires. Quand on partira vers des missions martiennes, si vous arrivez à des moments d'éruption solaire, vous pouvez rencontrer sur le chemin des flux importants de radiations qui peuvent, sur le plan cumulatif, poser un problème à l'organisme. Et puis psychologiquement, partir si longtemps, si loin, avec une vision de la planète Terre qui sera comme la vision de la planète Mars que nous avons, nous, au sol, avec des délais dans les communications avec le sol. Vous posez la question, votre question arrive 20 minutes plus tard et vous avez la réponse à 20 plus 20, 40 minutes. Donc ces aspects-là ont été un petit peu testés, mais on n'a pas tous les éléments encore pour dire que tout va se passer sans problème. La première mission sera sûrement une mission difficile. D'autant plus qu'après 18 mois de voyage, vous arrivez sur la planète Mars, vous vous installez. Et là, il n'y a pas de médecins qui sont là pour vous bichonner, vous faire une réadaptation tranquille. Non, il faut vous mettre au travail tout de suite, au travail, avec un scaphandre, faire des tâches d'assemblage, de construction. Un travail lourd qui vous attend, alors que vous venez justement de subir un déconditionnement physiologique. Donc, encore pas mal d'incertitudes. Fox 0 ici à bord de la Station Spatiale Internationale à l'écoute. Fox 0 ici à bord de la Station Spatiale Internationale à l'écoute. J'étais très heureuse à l'amarrage d'avoir la possibilité de parler avec ma petite fille. Je crois que c'est important pour les jeunes qu'on leur montre qu'on peut vivre, qu'on peut travailler dans l'espace. C'est une des composantes importantes pour l'humanité qui est en quête de progrès. Et ça, c'est ce que je voudrais essayer de transmettre à tous les jeunes, et en commençant par ma petite fille. Au revoir à tous. Bien évidemment, tout n'est pas très clair dans l'esprit de ces enfants qui sont souvent gavés d'images, d'ordinateurs, de réalité virtuelle. Et la première question qu'ils nous posent, c'est comment la Lune? Ils croient tous qu'on est allé sur la Lune, donc il faut recadrer un petit peu les choses. Et ils adhèrent très vite parce qu'ils ont besoin à un moment donné de pouvoir s'identifier à quelqu'un en chair et en os, et pas seulement à un héros de science-fiction. C'est très court, une mission de 8 jours à bord de la station internationale. Le moment est venu de redescendre le vieux Soyouz dans les plaines du Kazakhstan. Pour l'équipage, l'heure n'est pas encore à la nostalgie. Il faut piloter les 2 tonnes du vaisseau de retour à travers les couches épaisses de l'atmosphère. Le bouclier thermique protège une nouvelle fois son fragile chargement d'une élévation de température de plus de 1000 degrés. Dès l'arrivée des premiers hélicoptères, une tente médicale est dressée au milieu de la steppe. Cette fois-ci, le Soyouz s'est mal posé. Après avoir rebondi, il s'est couché sur le côté, mettant ses passagers dans une posture très inconfortable.
Même si les héros sont un peu fatigués, ils ne le montrent guère longtemps. La mission Andromède a laissé sur leur visage un enthousiasme indélébile. Le retour, je trouve ça plus intense que la mise en orbite. La descente, c'est plus sportif parce que l'ouverture du parachute, l'entrée dans le plasma, il y a quand même des accélérations qu'on sent bien, 4G+. En plus, pour bien centrer le vaisseau, ils avaient décidé de me charger moi plutôt parce que j'étais poids léger. Donc j'avais non seulement les accélérations, mais en plus des charges maximum sur le vent. Et effectivement, la première fois, ça m'avait quand même beaucoup surpris. Là, je m'y attendais. C'est quelque chose qui m'avait non pas fait peur, mais bon, je m'y attendais pas, j'avais été très surprise. Alors que là, je m'y attendais et j'attendais au contraire ce moment-là et j'en ai vraiment profité. Marcel, щелкни меня. Вот, видишь? Клади, можно нам, а? Пальчик. Клади сюда еще можно? Oui. Все, давайте, понесли. Moi, j'ai une petite fille de 3 ans et demi. Je pense un petit peu à elle sur la poursuite des choses. Et pourquoi pas, les enfants de cette génération-là seront les jeunes astronautes qui iront sur la planète Mars. C'est vrai qu'on aimerait toujours aller plus loin, découvrir les choses. Mais notre rôle aussi, c'est comme l'ont fait les pionniers, de continuer à ouvrir le chemin et de faire en sorte que les autres y aillent.